Bienvenue à tous sur The Deep Dive. On se lance aujourd'hui dans une exploration fascinante, une véritable plongée au cœur d'un débat qui secoue le monde des technologies vertes. Ah oui! On va décortiquer ensemble le livre La guerre des métaux rares de Guillaume Pitron, Oui! un ouvrage qui remet en question pas mal d'idées reçues sur la transition énergétique. Ah oui, ce livre est une véritable bombe. Pitron nous met face à une réalité qu'on préfère souvent ignorer, notre dépendance croissante aux métaux rares. Hmm. Figurez-vous que ces métaux, indispensables aux technologies vertes comme les éoliennes, les panneaux solaires et même les voitures électriques, sont au cœur d'un enjeu géopolitique colossal. Exactement. Et ce qui est assez troublant, c'est que l'extraction de ces métaux, souvent présentée comme la solution miracle pour un avenir plus propre, a en réalité un coût environnemental faramineux. Oui! On nous promet un monde plus vert, mais à quel prix? Pitron dénonce cette illusion avec brio. Il utilise une analogie très parlante pour illustrer la complexité du processus d'extraction. Il compare un morceau de roche contenant des métaux rares à une miche de pain. Oui. Le métal précieux, c'est comme une minuscule graine de sésame perdue dans cette miche. Ah oui. Imaginez le travail titanesque pour extraire cette infime quantité. Et ce travail a des conséquences désastreuses pour l'environnement. Tout à fait. Pitron révèle par exemple qu'il faut 200 mètres cubes d'eau pour purifier une seule tonne de terre rare. Oui. Imaginez un peu. 200 mètres cubes, c'est l'équivalent d'une piscine olympique. Et cette eau se retrouve ensuite contaminée par des produits chimiques nocifs. C'est un véritable scandale écologique. Pitron nous donne des exemples concrets de cette pollution. Hmm. Il cite notamment la contamination du fleuve Xiang en Chine par l'indium, un métal utilisé dans les panneaux solaires. Oui. On découvre aussi l'histoire du village de Dalahe, en Mongolie intérieure, ravagé par l'extraction des terres rares. Ah oui. Les habitants souffrent de maladies respiratoires, les sols sont pollués, c'est un véritable cauchemar. C'est effrayant. On a l'impression qu'on nous vend du rêve avec les technologies vertes, Oui, mais on occulte totalement l'envers du décor. exactement. Pitron nous met en garde. La course effrénée aux métaux rares risque de transformer certaines régions du monde en véritables zones de sacrifice. Absolument. Et le pire, c'est que cette pollution est souvent exportée vers des pays en développement où les normes environnementales sont moins strictes. Mhm. On se retrouve face à un double discours. On prône l'écologie en Occident, mais on ferme les yeux sur les dégâts causés ailleurs pour produire nos gadgets verts. Parlons un peu de la voiture électrique présentée comme le symbole de la mobilité propre. Oui. Est-ce vraiment une solution miracle? Pitron s'attaque à ce mythe avec beaucoup de précision. D'accord. Il s'appuie notamment sur les travaux de John Peterson, un expert en batterie électrique. Peterson a démontré que la fabrication d'une voiture électrique consomme en réalité 3 à 4 fois plus d'énergie que celle d'une voiture classique, principalement à cause de la production de la fameuse batterie lithium-ion. Ah oui, la fameuse batterie miracle. Ah mince! Mais si sa production est aussi énergivore, où est le gain pour l'environnement? C'est là que le bas blesse. La production de ces batteries génère des émissions de CO2 considérables. De plus, elles sont très gourmandes en métaux rares, notamment en nickel et en cobalt. Oui, Et l'extraction de ces métaux se fait souvent dans des conditions déplorables, comme en République démocratique du Congo, où les mines de cobalt sont tristement célèbres pour leur impact social et environnemental. donc en fin de compte, la voiture électrique, ce n'est pas si propre que ça. On a l'impression qu'on déplace le problème de la pollution plutôt que de le résoudre. C'est exactement ce que dénonce Pitron. Mais Il nous invite à réfléchir à la complexité de la transition énergétique. On ne peut pas se contenter de remplacer une technologie polluante par une autre sans s'interroger sur l'ensemble du cycle de production. Oui, Il faut sortir des solutions simplistes et adopter une vision plus globale. Et le monde numérique dans tout ça? On a tendance à l'oublier, mais il a aussi un impact considérable sur l'environnement. Pitron démonte l'illusion d'un monde numérique immatériel et écologique. Oui. Il nous rappelle que derrière nos ordinateurs, nos smartphones et nos data centers, il y a des tonnes de métaux rares. On imagine souvent le cloud comme une sorte de nuage flottant dans l'espace, mais en réalité, il est bien matériel et il consomme une quantité d'énergie phénoménale. Exactement. Le secteur des technologies de l'information et de la communication représente aujourd'hui 10% de la consommation mondiale d'électricité. C'est colossal. Oui. Et cette consommation ne cesse d'augmenter avec la multiplication des appareils connectés, le streaming vidéo, les jeux en ligne, etc. On est tous accro à nos smartphones et à Internet, mais on ne réalise pas toujours le coût environnemental de nos usages numériques. Pitron nous invite à prendre conscience de cette réalité. Il faut repenser notre rapport au numérique, adopter des comportements plus responsables et exiger des entreprises qu'elles s'engagent pour une transition numérique plus durable. Et la Chine dans tout ça? Quel rôle joue-t-elle dans cette guerre des métaux rares? La Chine est au cœur du problème.
Ouais. Elle contrôle la production de la plupart des métaux rares, notamment les terres rares. Imaginez. Elle fournit à elle seule 75% de la production mondiale. C'est un monopole qui lui confère un pouvoir géopolitique considérable. C'est assez inquiétant. On se souvient des crises pétrolières du XXe siècle. Oui. On se dit qu'on pourrait revivre le même scénario avec les métaux rares. Pitron établit un parallèle très pertinent entre le pétrole et les métaux rares. La Chine pourrait être tentée d'utiliser son monopole comme un outil de pression politique et économique. Oui. L'accès aux métaux rares pourrait devenir un enjeu stratégique majeur, une source de tensions et de conflits internationaux. C'est une perspective assez effrayante. On se trouve face à un dilemme. D'un côté, on veut se libérer des énergies fossiles, mais de l'autre, on risque de tomber dans une nouvelle dépendance, cette fois-ci envers la Chine. Pitron nous met en garde contre cette illusion de dépendance énergétique. Oui. La transition énergétique, si elle n'est pas menée avec lucidité et responsabilité, risque de nous enfermer dans un nouveau rapport de force géopolitique. Face à ce constat alarmant, on se tourne naturellement vers le recyclage. Est-ce la solution miracle? Le recyclage est une piste intéressante, mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple. D'accord. Pitron nous explique que les métaux rares sont souvent utilisés en très petite quantité dans des alliages complexes. Ah oui. Leur récupération et leur recyclage sont donc extrêmement difficiles et coûteux. On imagine que les technologies de recyclage vont forcément s'améliorer avec le temps. Non. C'est vrai, il y a des progrès, mais les taux de recyclage des métaux rares restent extrêmement faibles, souvent inférieurs à 3%. Tant que l'extraction minière restera moins chère que le recyclage, les industriels ne seront pas incités à investir massivement dans cette filière. C'est un peu décourageant. Ouais, On a l'impression qu'on est piégé dans un cercle vicieux. Oui. On extrait toujours plus de métaux rares, on pollue la planète et on peine à les recycler. C'est le paradoxe de la transition énergétique. Oui. On veut un monde plus propre, mais on s'appuie sur des technologies qui ont un coût environnemental et social élevé. Pitron nous invite à une prise de conscience collective. Tout à fait. Il faut repenser nos modes de production et de consommation et ne pas se contenter de solutions miracles qui n'en sont pas. Oui. On a besoin d'une transition énergétique plus responsable, plus transparente et plus juste. Absolument. Le livre de Pitron est un véritable appel à la lucidité. Il nous pousse à sortir des discours simplistes et à regarder en face la complexité des défis qui nous attendent. La transition énergétique ne se fera pas du jour au lendemain et elle ne sera pas sans heurts. Alors face à ce constat, quelles sont les alternatives? Comment sortir de cette dépendance aux métaux rares et construire une transition énergétique réellement durable à SOT? Pitron explore plusieurs pistes dans son livre. Il évoque notamment la possibilité de relocaliser la production de certains métaux, de diversifier les sources d'approvisionnement et de développer des technologies de substitution. Relocaliser la production en Occident, c'est une idée séduisante. Cela permettrait de réduire notre dépendance à la Chine et de mieux contrôler les conditions d'extraction. Mais est-ce vraiment réaliste? N'y a-t-il pas un risque de voir les coûts de production exploser et de rendre ces technologies inaccessibles au plus grand nombre? C'est une question cruciale. Pitron souligne les défis économiques et sociaux liés à la relocalisation. Il faut trouver un équilibre entre la nécessité de sécuriser nos approvisionnements et celle de garantir une transition énergétique juste et inclusive. Et qu'en est-il des technologies de substitution? Pourrait-on imaginer des batteries qui ne nécessitent pas de métaux rares, par exemple? La recherche dans ce domaine est très active. Des scientifiques du monde entier travaillent sur de nouvelles générations de batteries plus performantes, plus durables et moins gourmandes en ressources critiques. On parle notamment de batteries sodium-ion, magnésium-ion ou encore de batteries à fluoridox. C'est encourageant. Mais ces technologies sont-elles prêtes à être déployées à grande échelle? Quand pourrons-nous espérer voir des voitures électriques équipées de ces nouvelles batteries? Il est encore trop tôt pour le dire. Le développement de ces technologies prend du temps et il faut encore surmonter de nombreux obstacles techniques et économiques. Mais il y a un réel espoir de voir émerger des alternatives viables aux batteries lithium-ion dans les années à venir. En attendant, il faut bien gérer les ressources dont nous disposons. Le recyclage des métaux rares est-il une solution viable à long terme? Pitron est assez sceptique sur ce point. Il rappelle que les technologies de recyclage actuelles sont encore très imparfaites et que les taux de récupération restent faibles. De plus, le recyclage des métaux rares est un processus complexe et coûteux qui nécessite beaucoup d'énergie. Donc le recyclage ne suffira pas à résoudre le problème de la dépendance aux métaux rares. Pas lui seul en tout cas. Il faut agir sur plusieurs fronts. Réduire notre consommation de métaux rares, développer des technologies de substitution, améliorer les techniques de recyclage et diversifier les sources d'approvisionnement. Pitron nous invite à un véritable changement de paradigme.
Il faut repenser nos modes de production et de consommation et adopter une vision plus sobre et plus circulaire de l'économie. Absolument. Il faut sortir de la logique du tout jetable et privilégier la qualité et la durabilité des produits. Il faut également encourager l'innovation et investir massivement dans la recherche et le développement de nouvelles technologies plus respectueuses de l'environnement. Tout cela ne sera pas possible sans une prise de conscience collective. Il faut que les citoyens, les entreprises et les gouvernements travaillent ensemble pour construire une transition énergétique réellement durable. Le livre de Pitron est un appel à l'action. Il nous montre que la transition énergétique n'est pas seulement une question technologique, c'est aussi une question de choix de société. Il faut repenser nos valeurs, nos priorités et notre rapport au monde. C'est un message fort et stimulant. Pitron nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer dans la construction d'un avenir plus durable. Et cela commence par s'informer, se questionner et agir. La guerre des métaux rares est un livre qui nous ouvre les yeux sur les défis de la transition énergétique. C'est une lecture essentielle pour tous ceux qui veulent comprendre les enjeux de notre époque et contribuer à bâtir un monde plus juste et plus respectueux de l'environnement. Alors, si on résume la transition énergétique, c'est pas juste une question de remplacer le pétrole par des éoliennes et des panneaux solaires. C'est un défi beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Oui. On se retrouve face à des choix difficiles, des dilemmes économiques, sociaux et environnementaux. Exactement. Pitron nous encourage à sortir des solutions miracles et à adopter une approche plus pragmatique, plus nuancée. Il faut prendre en compte l'ensemble des impacts de la transition énergétique du début à la fin du cycle de vie des produits. D'accord. Mais concrètement, comment on fait pour s'engager dans une transition énergétique plus responsable? Pitron propose-t-il des solutions concrètes, des pistes d'action pour les citoyens, les entreprises et gouvernements? Oui, absolument. Il évoque plusieurs pistes intéressantes. Par exemple, il met en avant l'importance de l'éco-conception. Vous savez, c'est une approche qui consiste à intégrer les critères environnementaux dès la phase de conception des produits. Oui. L'objectif, c'est de minimiser l'impact environnemental tout au long du cycle de vie, de l'extraction des matières premières jusqu'au recyclage en fin de vie. L'éco-conception, ça me parle. En gros, il s'agit de concevoir des produits plus durables, plus réparables, plus facilement recyclables, non? Tout à fait. Prenons l'exemple des smartphones. Aujourd'hui, la plupart des smartphones sont conçus pour devenir obsolètes au bout de quelques années. Les batteries sont difficiles à remplacer, les composants sont soudés et le recyclage est un véritable casse-tête. Avec l'éco-conception, on pourrait imaginer des smartphones modulaires avec des composants facilement interchangeables et des batteries plus durables. C'est une super idée. Mais est-ce que les fabricants sont prêts à jouer le jeu? On a l'impression qu'ils ont plutôt intérêt à nous vendre des produits qui ne durent pas pour qu'on en rachète plus souvent. C'est là que les consommateurs ont un rôle important à jouer. En privilégiant les produits éco-conçus, en exigeant plus de transparence de la part des fabricants et en soutenant les entreprises qui s'engagent dans une démarche responsable, on peut faire bouger les lignes. Vous avez raison. En tant que consommateur, on a un pouvoir énorme. Nos choix peuvent influencer les décisions des entreprises. Si on se met tous à boycotter les produits qui ne respectent pas l'environnement, les fabricants sont bien obligés de s'adapter. Pitron évoque également une autre piste fascinante, le biomimétisme. Le biomimétisme, qu'est-ce que c'est exactement, Bert? C'est une approche qui consiste à s'inspirer de nature pour concevoir des technologies plus performantes et plus durables. La nature, c'est un formidable laboratoire d'innovation. Depuis des millions d'années, elle a développé des solutions ingénieuses pour résoudre les problèmes complexes. Le biomimétisme, c'est l'art de copier ces solutions pour les appliquer à nos propres technologies. C'est passionnant. Pouvez-vous nous donner un exemple concret de biomimétisme Berger? Bien sûr. Prenons l'exemple des panneaux solaires. Les panneaux solaires classiques sont assez encombrants et peu esthétiques. Des chercheurs se sont inspirés de la photosynthèse des plantes pour développer des panneaux solaires organiques plus flexibles, plus légers et capables de s'intégrer harmonieusement à l'environnement. C'est incroyable. On dirait de la science-fiction. Est-ce que ces technologies sont déjà disponibles sur le marché? Pour l'instant, elles sont encore en phase de développement, mais le potentiel est énorme. Le biomimétisme pourrait révolutionner de nombreux secteurs de l'énergie à la médecine en passant par les matériaux de construction. Pitron nous ouvre les yeux sur des solutions innovantes, des pistes d'avenir qui donnent de l'espoir. On se rend compte que la transition énergétique n'est pas une fatalité. C'est une opportunité de repenser notre rapport au monde, de créer une société plus juste, plus durable et plus respectueuse de l'environnement. Exactement. La guerre des métaux rares est un appel à l'optimisme, mais un optimisme lucide. Et engagé, Pitron nous montre qu'il est possible de construire un avenir meilleur. Mais cela exige un effort collectif, une mobilisation de tous les acteurs de la société. Merci beaucoup pour cette plongée fascinante au cœur de la guerre des métaux rares. Ce livre est une véritable mine d'informations et de réflexion. On encourage vivement nos auditeurs à le lire pour mieux comprendre les enjeux de la transition énergétique,
C'est une lecture essentielle pour tous ceux qui veulent contribuer à bâtir un monde plus durable. Avec plaisir, c'est un échange passionnant. Merci de m'avoir invité. À bientôt pour une nouvelle exploration des profondeurs de la connaissance.